Yes. John, stop talking. You don't understand anything. You are from, I don't know, Cabo, Right. you coming, I don't I'm know an where, outsider. and you talking I'm to us. Canadian. Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode du podcast Football Club. On est aujourd'hui dans un épisode spécial Coupe du Monde 2026. On est avec Coco, que vous connaissez bien maintenant. Salut Coco. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, petit podcast court aujourd'hui, mais intense avec Coco, où on va parler de la première phase de groupe de cette Coupe du Monde 2026. L'objectif, c'est un peu de balayer rapidement tout ce qui s'est passé et ce qui nous a plu et déplu sur la Coupe du Monde. Donc Coco, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette première phase de qualif? Assez long, je trouve. Ouais. Le format, je pense, est beaucoup moins attrayant qu'avant, parce que tu as moins de bonnes affiches. Et puis les heures des matchs aident pas forcément à vouloir regarder tous les matchs comme on a pu faire il y a 4 ans. C'est vrai que ça démarre, on a l'impression que ça dure déjà depuis un mois cette coupe. Ah ouais, c'est un enfer. Donc ouais, forcément 48 équipes, donc tu l'as dit. Et moi j'imagine que t'es pas fan de la Formule 48. Non, parce que j'entends le fait de vouloir faire rentrer plus de pays pour que ça soit plus universel entre guillemets. Mais je pense que tu perds de ton intérêt parce que en fait, plus tu fais rentrer, moins c'est prestigieux. Donc je pense que le format précédent était clairement plus adapté pour une Coupe du Monde. On perd de ce côté élitiste de la Coupe du Monde, en plus qu'elle est déjà présente tous les 4 ans. Après, comme tu dis, je pense que c'est intéressant d'avoir des belles histoires, hein, ça fait toujours plaisir, mais c'est long. Ouais, c'est long. Et puis finalement, quand tu regardes bien sur cette édition, en termes de belles histoires, pas tant, finalement. Ouais. Tu vois, comme on a pu connaître à l'époque avec le Costa Rica, par exemple. Là, cette année, j'ai aucune petite équipe qui m'a fait dire waouh. C'est ça. C'est que puis au final, au-delà de ça, c'est aussi du coup tout ce qu'on regarde maintenant dans le côté des stats, c'est complètement biaisé quoi, parce que t'as 48 équipes, on va te dire Messi, Mbappé, ils ont battu les records de buts, mais tu vois que là déjà tout de suite on a fini 3 matchs et il y a déjà des joueurs qui ont 5 buts, 6 buts quasiment, et t'es à même pas la moitié de la compète, donc qu'est-ce que ça va devenir? C'est ça. C'est un peu ça. À voir sur les phases finales, je pense que ça va se resserrer. Je pense qu'il y aura moins de buts tout de suite. Parce que on a vu des scores en phase de groupe qu'on voyait jamais, qu'on voyait jamais ou très très rarement avant. Ouais, t'en as eu des scores, Oui. fleuves, mais t'avais une équipe ou 2 équipes dans le mondial. Là, il y en a pas mal, elles ont pris des roustas quand même. Là, il y en a quasiment une par jour, ça fait beaucoup. Ah ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, donc ouais, là, dans mes souvenirs, les Coupes du Monde 98, t'avais la Jamaïque, t'avais toujours les pays du Moyen-Orient, Arabie Saoudite ou quoi, qui étaient souvent déclassés dans les dernières Coupes du Monde. Là, au fur et à mesure, ça se nivelle, mais ça se nivelle aussi parce que tu prends des équipes qui sont encore derrière ces équipes-là en termes de football. En plus, tu fais venir des équipes plus, sur le papier plus faibles, enfin même pas sur le papier, mais sur le terrain, on va dire, et en fait qui proposent un jeu qui est aux antipodes de ce qu'est la Coupe du Monde. Tu te retrouves devant des matchs assez fatigants, surtout à l'heure des matchs, c'est encore plus fatigant de regarder ça. Mais bon, là c'est bon, ça s'est resserré, donc on va voir rapidement les grosses affiches. Donc. On devrait commencer officiellement la Coupe du Monde. Enfin, officiellement, on va dire, elle a commencé hier soir, on va dire, avec le premier 7e. C'est ça. C'était forcément encore pas très alléchant, on va dire, pour nous Français, hier en Afrique du Sud, Canada en 16e de finale. C'était quand à 90 plus 3. Donc ce soir, on devrait rentrer dans le vif du sujet avec Brésil-Japon et Allemagne et l'Allemagne-Paraguay.
Et ouais, l'objectif, ouais, commencer cette Coupe du Monde, ça devrait s'accélérer beaucoup, un petit peu en termes d'intensité et on va dire de prestige dans les jours qui arrivent. Et puis il y a la France qui joue aussi demain soir contre la Suède. Donc on va voir qu'est-ce que ça nous livre comme tableau, ça. Mm. Est-ce que tu as vu t'as vu quoi comme équipe là, depuis le début de la compète qui t'a donné du plaisir sur le terrain? Qu'est-ce que t'as pu voir? Hormis l'équipe de France sur le dernier match, en face, l'adversité n'est pas non plus ce qu'elle devrait être. J'ai bien aimé ce que la Côte d'Ivoire a proposé. La Côte d'Ivoire, sur les matchs que j'ai vus, dans le contenu, bon, à la fin, il y a pas forcément les résultats qu'ils veulent, mais dans le contenu, c'était vraiment intéressant. Et j'ai regardé l'Équateur aussi. L'Équateur qui a joué justement contre la Côte d'Ivoire, match d'ouverture, qui a proposé des belles parties. Après, l'Espagne, c'est reste l'Espagne, quoi. Ça me ça me fait pas vibrer. Mais après non, il y a pas d'équipes qui sont vraiment très, très au-dessus. De toute façon, on le voit, il y a que 3 équipes qui font 9 sur 9. Argentine, Mexique et France. La France, enfin, se repose sur, sur l'efficacité devant, donc forcément, ça fait des dégâts. Et après, le Mexique a un groupe plus ou moins abordable pour ce qu'est le Mexique. Et l'Argentine, pareil. Le 9 sur 9 est logique pour les 3 équipes. Et toi, t'as vu quoi? Et bah, moi, de ce que j'ai vu, je pensais peut-être que bah, moi j'ai bien aimé le Japon, en tout cas le jeu qui a été proposé. Je trouve ça hyper dynamique. Je trouve qu'il se renforce de compétition en compétition. J'attendais un peu plus de la Corée, mais malheureusement ça le fait pas. Mais après, ouais, les équipes africaines, j'ai bien aimé. J'étais un peu déçu du Sénégal. J'ai bien aimé justement la Côte d'Ivoire. Je les avais vus aussi au match de prépa contre l'équipe de France. Et j'attendais sur cette Coupe du Monde qu'ils confirment aussi. Ils ont quand même, quand les nations africaines, on va dire globalement, quand même des contextes qui sont de plus en plus favorables et ils ont de plus en plus aussi de joueurs binationaux ou en tout cas formés dans d'autres pays ou qui jouent dans les grands championnats et les équipes sont de plus en plus équilibrées. C'est plus des équipes de stars comme Oui. on a pu connaître et ça va être des équipes difficiles à aller chercher sur des phases à élimination directe, je pense. Oui, Donc, oui. euh, donc après, je suis un peu déçu de certaines grosses équipes, surtout vu les poules. J'en attendais peut-être un peu plus d'équipes comme l'Angleterre, comme l'Espagne, L'Allemagne. l'Allemagne. L'Allemagne qui est en phase de groupe contre la Côte d'Ivoire, si en première mi-temps elle en prend 2 ou 3, c'est la même chose, hein. Je mets pas beaucoup de pièces sur l'Allemagne encore cette année. Non. Je mettrai pas ma maison, mais ouais, Je suis un peu déçu, hein, aussi, un peu finalement. déçu des grosses équipes et au final, les résultats qui ont été les nombreux matchs nuls, etc., c'est pas forcément des défaillances des autres équipes, c'est aussi des petites équipes qui ont tout donné. Et un peu, ça ressemblait un peu à des matchs Coupe de France. Surtout dans le format là, dans le format où il y a énormément de troisièmes qui passent. Donc pareil, ça perd un peu d'intérêt. Donc là, tu peux te retrouver à être qualifié en faisant 3 matchs nuls, quoi. On l'avait vu sur l'Euro aussi, qui avait été Voilà. surdopé avec le Portugal, qui avait fait 3 nuls et qui s'est qualifié quand même. Mais ouais, du coup, bah, au final, les équipes, elles tiennent leur point du match nul comme si c'était enfin, Donc un c'était un match match nul. gagné. Ça permet quasiment de limite une valeur ajoutée. Donc, au final, chaque point est hyper important, chaque but. Et donc, tu as eu beaucoup de matchs, surtout sur les 2 premiers matchs, tu as eu beaucoup de matchs sécurité, quoi. Ouais. Donc, ça s'est un peu libéré à la fin en termes de buts là, sur la troisième journée, mais ça a été quand même, comme tu as dit au début, ça a été quand même très très long à démarrer. Et le côté attrayant de la Coupe du Monde où tu attends ça et tu vis chaque match, là, c'était un peu plus disparate en plus de l'effet des matchs à 2, 3 heures, 5 heures, pour nous en tout cas. Les, les matchs à ces heures-là, c'est surtout pour le public américain, quoi, ce qui nous concerne pas. Alors C'est que un peu plus compliqué pour nous.
Oui, mais surtout que le grand du football mondial se passe en Europe, hein. Par rapport à, justement, on parle des spectateurs américains. T'en penses quoi de l'ambiance, de ce que tu peux voir dans les stades? On en a parlé beaucoup en négatif en fait avant le début de la Coupe du Monde. De ce que Mm. je vois, enfin, c'est un peu ça, c'est un peu retombé. Justement, ça a l'air de plutôt bien se passer. Sur, Et ouais, je suis un peu surpris. Les stades sont pleins, quoi. Les stades sont pleins. Beaucoup s'étaient plaints des prix des places, mais a priori, a priori les stades sont pleins, donc je suppose qu'ils ont réussi à avoir des places à des prix raisonnables. Puis après, bah, c'est à l'américaine, hein, c'est-à-dire que les stades sont gigantesques, c'est au top de la technologie. Bon, ce qui restera un gros point noir, c'est les pauses hydratation qui, moi, me pose des gros problèmes, hein. Pause hydratation quand il fait 40, il n'y a pas de problème. Pause hydratation dans des stades couverts climatisés, ça me pose problème. À l'américaine, c'est-à-dire qu'on veut envoyer des pubs, un peu à l'image de la NBA pour avoir des cartons. Ça me pose problème parce que ça casse le jeu complet. Il suffit que tu sois dans un momentum et t'es coupé par une pause hydratation que tu n'as pas forcément besoin. Ça vient limite un peu le point stratégique de la mi-temps. On a même pu voir des arbitres dire à des joueurs de pas aller boire alors qu'il y avait une faute parce que dans 30 secondes, tu avais C'est la ça. pause d'hydratation. Donc ça crée aussi des divergences, on va dire, et ça crée des frictions avec d'autres aspects. Mais après, par contre, il y a un point qui est, je sais pas toi ce que tu en as pensé, mais moi, au niveau arbitrage, par contre, ce qui a été mis, c'est assez positif, ça rajoute de la fluidité. Il y a plus de clarté aussi sur les explications avec les explications au micro, comme on peut voir au rugby. Franchement, ça, je trouve que c'est un des points majeurs de cette Coupe du Monde pour moi. Il y a très peu de débats sur l'arbitrage et ça veut dire que forcément, ça se passe bien, quoi. Ouais, 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 ça c'est vraiment un point. Bah, de toute façon, à chaque nouvelle Coupe du Monde, ils essayent des innovations. À la dernière, c'était le temps additionnel faramineux à 8, 9, 10 minutes, qui après a été appliqué dans les championnats où bah, maintenant les gens ils peuvent plus se plaindre du temps perdu. Et oui, tout ce qui a été mis en place pour les fautes, si le mec il reste par terre, s'il met plus de 10 secondes à sortir, c'est une minute. Ça, c'est des trucs qui vont permettre d'accélérer le jeu et on va éviter d'avoir des équipes comme la dernière qui a été en finale de Ligue des Champions qui a joué de ça. Donc ça n'existera plus. Et tant mieux. On va pas revenir sur Non, non, non. cet épisode-là, mais voilà, le temps a fait son œuvre. Oui, oui, oui. Donc on va rentrer. Je vais te demander, c'est quoi ton top 3 là sur si tu avais des joueurs que ça soit joueur, équipe, c'est quoi ton top 3 là de ces premières 2 semaines de Coupe du Monde? En termes de joueurs, il n'y a pas un joueur qui a fait trois bons matchs. Euh, Étonnamment, je vais mettre Mbappé sur les deux derniers matchs qu'il fait. Surtout le dernier où il m'a surpris. C'est-à-dire que dans le contenu et dans ce qu'il a proposé, c'est peut-être ça qu'on veut de lui. Enfin, c'est pas peut-être ça, c'est ça qu'on veut de lui. C'est-à-dire participer au jeu, être là, être important dans le jeu. Ce qu'il a fait, et à la fin, bah, il met pas de but, mais s'il finit homme du match, pour moi, c'est pas volé. Bon, après, derrière, tu as des mecs qui mettent triplé, donc forcément, ça, ça joue contre lui. Euh, c'est pareil, Olysée fait un très bon premier match, mais après, il s'éteint un peu sur les deux autres. Euh, Au Portugal, je vais sortir João Neves quand même, parce que João Neves, ça fait un très bon début de compétition. Très, très bon même. Et je vais sortir, il y en a pas mal quand même qui ont fait des bons matchs. Je vais sortir Harry Kane, même si dans l'ensemble l'Angleterre est décevante. Il est présent. Bon, ouais, j'ai plus trop de mots pour ce joueur, hein, et qui est vraiment impressionnant, qui est vraiment unique en son genre, quoi. Et après pour les flops, en premier, je vais en mettre deux ex aequo, hein. Je vais mettre la Turquie qui passe à travers complet. Et l'Uruguay. Ouais, L'Uruguay celle-là, qui on fait même voyait pas. pas venir. Non, non, la Turquie, je voyais vraiment pas venir. Surtout dans le groupe où ils sont, qui n'est pas un groupe a priori très relevé. Euh, et l'Uruguay qui n'arrive même pas à accrocher les meilleurs troisièmes. Pour moi, c'est les deux gros flops de cette. Et qu'est-ce que tu penses de Messi? Il est là, quoi. En fait, mine de rien, les stats sont là. Il joue des équipes, on va pas se mentir, dans le contenu, c'est très faible.
Mais il est là, quoi. Et au vu du chemin qu'il lui a porté jusqu'à la fin, je suppose fortement que ça va aller au bout. Je pense qu'il est, en tout cas, il a l'air encore, il a le viseur bien réglé. Oui, bah, il y a pas de problème. De toute façon, il a quoi? 4, 5 buts, là? C'est 5 buts déjà, ouais, je crois. Parce qu'il met un triplé, après il met 2 fois, ouais, donc ça, 5 buts. Donc il est là, hein, bah, de toute façon, quand une équipe est tournée autour de lui, c'est tout de suite plus facile. Pour lui, déjà, parce qu'il y a les mecs qui courent pour lui et après dès qu'on lui donne le ballon, bah, le la magie fait le reste, hein. Mais tu vois, à contrario, Cristiano Ronaldo est vraiment, vraiment à côté de la plaque. J'allais, j'allais- Et moi, je suis portugais, hein, mais il est vraiment à côté de la plaque, hein. Waouh! le problème, c'est, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que tant que Messi sera là, il voudra pas s'arrêter, quoi. Ou je sais pas si c'est ça, mais Alors je sais pas si c'est ça, mais si c'est ça, je pense qu'il va plus ternir la fin de sa carrière qu'autre chose. parce que là, Heu, c'est dur, là. là, c'est très dur. C'est très, 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 très dur et je pense que ça dessert le Portugal, là, pour le coup. Ça dessert réellement le Portugal, le fait qu'il soit omniprésent et en fait, on peut pas reprocher à des joueurs de vouloir passer par lui parce que, bah, ça reste Cristiano Ronaldo sur le papier, mais sur le terrain, c'est plus ça fait mal au cœur presque. Ouais, et puis tu vois, la perte j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de prise de recul, tu vois. Tu pourrais marquer contre le club du coin, il te dirait qu'il est de retour, quoi. C'est ça. Donc là, c'est un peu ce qui se passe, quoi. Il fait 2 matchs fantomatiques. Au milieu, il t'en claque un où il met un doublé, bon, contre l'Ouzbékistan. J'ai rien contre l'Ouzbékistan, mais ça devrait pas être à la Coupe du Monde. Non, 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 bah, non. Donc ouais, là, le temps est long, trop long pour lui là. Et je sais pas pourquoi on continue, mais c'est difficile. C'est difficile à regarder, c'est difficile à soutenir, même si ouais, j'aime beaucoup Cristiano, c'est un exemple de travail, de résilience et autres, mais là, c'est dur. C'est très dur et en fait, ça handicape son équipe, hein, clairement. Parce que tu as une génération au Portugal, là, je pense que c'est peut-être une des équipes, banc compris, qui a quasiment la meilleure sélection sur le papier. Et, Oui, mais sans aucun doute, et, sans aucun doute. Ils ont des top joueurs à tous les postes. et sur le travail en réel, c'est un peu plus compliqué. Ennuyant, ennuyant en souhait, ennuyant à souhait et en fait, je pense que pour servir le Portugal, il faudrait très clairement qu'il laisse la place. On pourrait peut-être prendre la place de l'entraîneur en place, Ouais, bah, oui, ça passera un jour. parce que, parce que des générations dorées, il en a déjà vu, je crois, le sélectionneur. Après, il s'est fait sortir par plus fort que lui. Et même la tiens, mais en parlant de flop un petit peu, on peut mettre la Belgique, hein. La Belgique qui passe à rien qui passe à rien de flop complètement la compétition et heu et bon, ça passe malgré tout, mais dans un groupe où, l'adversité est presque inexistante, hein. En fait, limite, on n'en a même pas parlé de la Belgique, mais je pense que là, il joue le Sénégal en 16e. Ouais, voilà, ça va être dur, hein. Va falloir s'accrocher quand même. Ça va être très dur, mais ouais, la Belgique, bon, qui n'est plus la Belgique de 2018, hein, on s'entend bien, mais qui reste quand même une top nation une top nation où il faut répondre mieux que ça, quoi. C'est c'est un peu triste aussi. Ça manque un peu de gaz. C'est très triste, ouais. Très, très triste. Mais bon, ça passe, on va dire pour eux, donc tant mieux. Ils ont encore toutes leurs chances. Oui, jusqu'au Voilà. prochain tour. Voilà. J'en profite, là, tu as parlé des joueurs de l'équipe de France, donc on va partir, on va aller faire un petit tour sur l'équipe de France. Les 3 matchs. 3 matchs et on va englober avec les matchs de prépa, même si tu veux égayer tes propos ou étayer tes propos, on verra. Mais qu'est-ce que tu en as pensé de ces derniers matchs, de cette nouvelle formule? Et il y en a des choses à dire, hein. Ouf! Heu, Bah, de toute façon, maintenant, on connaît Didier Deschamps, je pense que l'équipe qui est là,
elle bougera pas jusqu'à la fin, à part peut-être un joueur. Donc on le connaît, on sait comment ça va finir, hein. S'il voit que ça commence à se faire balader, il va repasser à 3 milieux de terrain et c'est comme ça que ça va se passer. Mais en fait, on a un énorme problème sur les latéraux. Jules Koundé et Théo Hernandez, va vraiment falloir soit se remettre en question, soit laisser la place, quoi. Et je pense que Théo Hernandez, au prochain match, il saute, hein. Il s'est fait, il s'est fait flamber par Ibrahim Mbaye au premier match. Il se fait flamber au troisième où ça coûte un penalty. Bon, non, tant mieux, il ne marque pas. Je pense que Deschamps n'a pas dû apprécier. On est un peu des courants d'air sur les côtés. Les portes sont grandes Ah oui. ouvertes, on va dire, sur les latéraux. Après, pour juger la solidité, je pense qu'il faudra quand même une meilleure adversité que ce qu'on a pu voir, surtout sur le milieu de terrain, où je pense qu'on est quand même, on peut être quand même solide, mais il faudra voir aussi les autres nations qu'on va affronter. Et au final, les gros dont on a parlé légèrement avant sont pas forcément non plus au top. Donc peut-être que ce sera intéressant aussi pour l'équipe de France, mais en termes en termes de pouvoir par le papier et sur le terrain, je pense qu'on a une équipe qui est quand même redoutable. Après, Ah oui. on l'a vu aussi sur le premier match. Moi, de ce que j'ai vu, j'ai pas vu un 4-2-3 sur le premier match. Pour moi, Doué, il était intégré dans le milieu de terrain. C'était un 4-3, on défendait en 4-3-3, voire en 4-4-2 en deuxième mi-temps. Et Oui, euh, avec un Olysée légèrement en retrait d'Mbappé. Et dès qu'on a mis de l'impact et qu'on a fait du bloc un peu plus solide comme attend Deschamps, on a posé des difficultés au Sénégal. oui. Quand t'as un mec comme Doué qui court 12, 13, 14, 15 bornes par match, est-ce que tu peux t'en passer? Je suis pas sûr. Et après, je pense que dans un monde normal, Aurélien Tchouaméni va couper les oranges sur le banc, quoi. Quand je On vois les verra. performances, bah, ça me fait mal de dire ça, mais je pense qu'Adrien Rabiot est intouchable. Moi qui n'a pas un grand affect pour ce joueur, je dois admettre, quand tu regardes les matchs, bah oui, Adrien Rabiot, c'est un manieur de ballon et dans tout ce qu'il fait, il est impactant. Et en fait, Autant j'ai en trouvé, bas qu'en haut en plus. ouais, ouais, clairement, 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 et j'ai trouvé Manu Koné hyper impactant quand il a joué, donc à contrario d'Aurélien Tchouaméni, par exemple. Tchouaméni, j'ai trouvé vraiment à l'image de sa saison, hein. À l'image de sa saison où si t'es mauvais toute l'année, tu vas pas réveiller d'un miracle et tu vas être bon à la Coupe du Monde, hein. Non, c'est ça. Après, je pense que je sais pas si Deschamps échangera forcément Tchouaméni parce qu'il lui offre quand même un point d'équilibre un peu plus bas que Koné ou que Rabiot. Je pense que s'il met Koné, ce sera peut-être à la place de Rabiot justement, mais Tchouaméni, je pense qu'il lui offre peut-être une stabilité un peu plus basse. Un peu plus basse qui oui. Et Oui, ça peut s'entendre, ouais. Koné est peut-être un peu trop offensif au goût de Deschamps, tu vois. Et alors que Rabiot arrive à allier un peu plus facilement les deux. Je pense que Rabiot, c'est l'équilibre entre les deux. Et en fonction de l'adversité, peut-être qu'il évoluera. Mais en tout cas, moi, sur le premier match, j'avais plus remarqué que Doué était assez bas quand même pour être dans un. Officiellement, ça ressemblait plus à un 4-3-3 dans l'animation. Et en Tu obligé. étant un 4-5-1 ou un 4-4-1-1, on va dire. Et dès que tu as fait ça, on a laissé bloc médian, on a attendu que la passe elle vienne à l'intérieur du jeu pour les Sénégalais, on sortait très fort dessus, et on a récupéré les ballons et on a créé de l'espace derrière eux pour aller les punir. Donc, En fait, quand je vois les buts qu'on met, c'est assez représentatif des stats que je vois. Quand je vois que Dembélé est à 49 pressings par match, le plus haut total de la Coupe du Monde, hein, sur les phases de poule, le mec qui vient derrière, il est à 24. C'est assez tétanisant comme stat, mais en fait, c'est assez représentatif, hein. Quand tu as des mecs qui sont habitués toute l'année à défendre fort, et ben, tu récupères des ballons hauts. Et quand tu récupères des ballons hauts, c'est tout de suite un peu plus simple de jouer au foot. en tout cas, tu es plus proche des buts pour aller finir. Tu es plus proche des buts. Mais après, tu vois, il y a des joueurs où malheureusement, ben,
pas une minute de jeu alors qu'il mériterait, je pense. Je pense à Zaïre Emery, Kanté qui fait pas une minute. Comment? Je ne sais pas. Je pense qu'il y avait des matchs où il y avait quand même la place pour les faire jouer un petit peu. Ou en tout cas une vingtaine de minutes, je pense. Ouais, je pense, ouais. Et quand je vois les performances de certains joueurs, type Koundé, euh, je comprends pas qu'Amalo Gusto joue pas, quoi. Mais tu vois, j'en discutais avec un collègue récemment, c'est que il me disait ouais, mais si tu sors Koundé, tu le tues. Mais si tu le sors en plein match, potentiellement, hein, bah, c'est sûr, si tu prends le troisième match contre la Norvège et que tu le sors après au milieu de la prestation qu'il fait, peut-être que oui, ça fait un peu mal. Mais par contre, si tu le mets pas titulaire au troisième match, sachant que tu es déjà qualifié, qu'il n'a pas été non plus exceptionnel sur les deux premiers matchs et que tu offres, bah, je sais pas, 60 minutes à Malo Gusto, 40 minutes 30 minutes à Warren, bah, au final, au lieu de s'offrir un troisième match difficile, ce qui l'aide peut-être pas beaucoup non plus, hein, au final. Il a juste besoin de souffler et en même temps, tu donnes du gaz aux autres. Parce que je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup subi contre la Norvège, contre une équipe B de la Norvège. Je mets des guillemets parce que ça reste quand même une nation en Coupe du Monde. Je trouve qu'on a trop subi. Et t'as On a trop trop, subi. trop En subi. plus, t'as subi avec des joueurs qui auraient pu souffler. Quand tu vois la rotation que eux ils ont mis, Ouais, 10 joueurs, ils ont changé. et ben, au final, les joueurs qui ont joué, ils se sont donnés à fond, hein. Ils ont fait un super match en plus, hein. Franchement, c'était un match agréable. Non, c'était un bon match, ouais. Et après, comme tu dis, hein, les buts qu'on met, souvent, c'est des récupérations, qu'elles soient très hautes ou qu'elles soient générées par du pressing haut qui t'amène à récupérer un ballon forcément plus facilement au milieu parce que la passe est moins adaptée, les joueurs sont moins prêts à recevoir, etc. Donc tu les récupères là et de suite, bah, t'as la qualité de projection des monstres que tu as devant et la qualité de technique, la qualité de vitesse et de jeu des trois joueurs. Et puis quand t'en as pas un qui marque, bah, c'est l'autre qui est en feu. Donc forcément, Alors, enfin, ça c'est bien là, mais je pense que ça c'est à ses limites finalement. Parce que tu joues, encore une fois, on joue trois équipes. Le Sénégal qui reste quand même sur la victoire de la CAN. Enfin, oui, la victoire de la CAN, on va dire comme ça. ils l'ont soulevé, la coupe. Et donc, voilà, on a vu à la télé qu'ils ont soulevé la coupe. Euh, donc, il reste quand même une équipe solide sur le papier, hein, quand même. Euh, où tu gagnes 3-1, mais c'est pas représentatif du match, hein, je pense. Euh, derrière, bon, tu joues une équipe d'Irak. Dans un scénario improbable en plus. Ouais, ouais. Où le match il dure 6 heures. Vraiment catastrophique. Et après, derrière, tu joues une Norvège B. Donc, que tu finisses avec les 9 points, c'est bien payé. Et c'est ce qu'il fallait de toute façon pour avoir le. De toute façon, que tu finisses premier ou deuxième, apparemment, en sortant de notre groupe, Avait un bon c'est tableau. mort, hein. Tu prends. Là, on va prendre. Si tout se passe bien, on prend l'Allemagne en huitième. Prendre l'Allemagne en huitième, c'est un peu tôt, mais contrairement à l'autre côté du tableau où tu, où tu joues l'Australie, le Cap-Vert et je ne sais plus quoi. Mais bon, ça après, c'est la loi de la Coupe du Monde, hein. Je préfère aller au bout avec une équipe qui prend toutes les équipes que prendre des petites équipes, arriver en finale et te retrouver contre un mur, quoi. Ou qu'on dévalue la qualité de ton parcours, quoi. C'est ça, exactement. Là, c'est sûr que vu les tableaux en première ou en deuxième position qui étaient proposés, si tu vas au bout, t'auras rien à te reprocher, t'auras sorti quand même, t'auras sorti quand même le top. Donc voilà, ben justement, transition. Tu vois qui aller au bout? Alors moi, au tout début, avant la Coupe du Monde, je disais que le Portugal allait prendre la Coupe du Monde. Je suis convaincu de ça. Quand j'ai vu les matchs, euh, un peu, je suis revenu sur ce que je pensais, mais je pense qu'il faut faire un choix fort s'ils veulent aller plus loin, sinon ça va sortir très tôt. Euh, et quand je vois les tableaux, bah, l'Argentine, je pense qu'il ira au bout. L'Argentine ira au bout et je vais dire, moi j'avais dit que la France allait se faire sortir dans le dernier carré, donc sur les demi. Mais en fait, quand je vois la force de frappe qu'il y a devant, que je pensais pas aussi impactante, je me dis que ça peut amener loin, quoi qu'il arrive. Donc je pense que ça va être un remake de la Coupe du Monde 2022.
Ça ressemble un peu. Ouais, moi aussi. Avant la Coupe du Monde, j'avais un avis pareil, un peu, on va dire, ibérique. Ouais, On va dire que je m'attendais à avoir peut-être la même force, la même puissance de l'Espagne, largement dominer le reste des nations comme à l'Euro, où franchement, il n'y a pas eu photo hein, de A à Z. voilà, c'est impressionnant. Et voir le Portugal avec les nations, en tout cas avec la sélection sur le papier, je voyais pareil que toi, l'équipe de France aller dans le dernier carré. Mais je me dis qu'en fait, il y a peut-être la place pour plus si ça reste comme ça. Hormis, comme on sait dans le football, hormis fait de jeu, on va dire Oui, sur oui. un match stable, 90 minutes, force de frappe contre force de frappe, avec les qualités des 3 premiers matchs que j'ai vus, dans ma tête, il y a peut-être un peu plus de place que prévu pour l'équipe de France. Après, c'est encore long au final. On n'a même pas fait la moitié de la compétition au final. Il reste quoi? Si tu vas au bout, il te reste quoi? 7 matchs? 8 matchs? 7 matchs? Non, là, t'es à 3, donc normalement c'est 8 avec l'ajout. Donc, une fois passé le 16e, on sera à la moitié. Il restera encore 4 matchs. Donc là, il te reste 5 matchs si tu vas aller au bout. Ouais. Ouais. Huitième, quart, demi-finale. Donc c'est encore un peu long, mais à l'heure actuelle, là, au bout de 3 matchs, de ce que j'ai vu, l'Espagne, les qualités offensives de percussion, la blessure de Williams et Lamine Yamal qui était blessé aussi avant la compétition, au final, ça a vachement plus le Rodri qu'ils avaient à l'Euro qui a disparu. Au final, on va dire, t'as un peu moins de force là-dedans, de l'alternance jeu court, jeu long que tu pouvais avoir. Je cours et Ça je fait direct. plus. À juste titre, hein. Quand tu as un Lamine Yamal qui n'est pas à 100%, quand tu as un Nico Williams qui n'est pas là, au milieu de terrain, c'est plus les mêmes joueurs. Enfin, c'est plus les mêmes joueurs dans la forme dans laquelle ils étaient. Donc forcément, ça se ressent de suite. Et pareil pour le Portugal, hein. L'impact de tous ces joueurs au final sur le collectif dominé par on va dire, l'entité Cristiano, je sais pas si ça réussira à passer le cap. Je pensais que ça allait quand même dérouler un peu plus. Et pour l'instant, tu sens qu'il y a le frein à main qui est bien serré, quoi. Parce qu'en plus, ils finissent deuxième de leur groupe. Donc en fait, ils se facilitent pas la tâche non plus. Donc je sais pas. Le Portugal est un peu décevant sur le contenu, quoi. Donc je pense que ça va être dur d'aller jusqu'au bout. Et bon, quoique à l'Euro 2016, hein, donc à l'Euro 2016, en poule, ils sont pas convaincants. Même sur les phases finales, ils sont pas très convaincants. Et Ouais. ça arrive en finale. Et en finale, ils sont pas non plus très convaincants, mais ils la prennent. Des fois, c'est comme ça, hein. C'est pour ça que je dis que de ce qu'on a vu, si tout se passe sur 90 minutes C'est en fait de jeu, ouais. sans truc rocambolesque, de ce qu'on a vu, après le foot ça va vite. Tu passes au forceps les groupes et puis des fois tu déroules après derrière. Mais ouais. Donc je pense que je resterai quand même sur Argentine-France. Et si t'avais une équipe, une potentielle surprise, tu verrais qui là? Moi, je dis depuis le début. Le Congo. Yeah. Non, malheureusement pour eux, à tous mes frères congolais, je suis désolé, mais je pense que ça va s'arrêter très prochainement. Et alors, justement, en parlant d'équipe africaine, je pense qu'il y a une équipe africaine qui va se frayer un chemin jusqu'en, allez, minimum quart. Mais je pense qu'il y a au moins une équipe africaine qui ira en demi. Et je pense pas que ça soit le Maroc. Non, moi non plus, je mettrais pas une pièce sur le Maroc. Mais tu vois, encore une fois, la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a peut-être un truc à aller chercher. Côte d'Ivoire, Sénégal, enfin, peu importe. Ils jouent la Norvège là pour Côte d'Ivoire-Norvège, ça peut être un match Ça va être un bon match. très. Derrière, ils vont avoir des clients, un gros client surtout, qui n'a pas joué au dernier match, donc il a pu se reposer. Et de l'autre côté, la défense norvégienne va avoir un taf monstre à contenir les trois de devant. Moi, je pense qu'il y a une équipe africaine qui va se frayer un chemin, j'en suis convaincu. Et je pense que les équipes sud-américaines, pardon, vont vite tomber. Quand je vois le niveau qu'elles affichent, on n'est pas loin d'un foot catastrophique. On a perdu un peu le foot sud-américain, on va dire. Oh, Ça clairement. ressemble plus au foot qu'on a connu étant plus jeune. Non, non, bah, de toute façon, il y a l'Argentine qui est à part parce que il reste sur le même 11 qu'il y a 4 ans presque. Euh, mais le Brésil a clairement régressé en termes de qualité intrinsèque de joueur. Je trouve que ça a tellement régressé. Et quand je vois l'Uruguay sortir dès les poules, c'est quelque chose qui a
qu'avant, c'était inimaginable, quoi. Et avant, t'étais pas à 48. Et avant, t'étais pas à 48. Je pense que le niveau sud-américain a fortement baissé aussi. Écoute, ce que je te propose, Coco, c'est qu'on reste là sur nos. On a Ouais. avancé nos billes. Et non, on va voir si on est bon ou pas. Voilà, on a croisé les doigts, hein. Et donc, merci à tous d'avoir écouté ce petit récap de la phase de qualif, phase de poule plutôt de la Coupe du Monde 2026. Si vous avez aimé, si vous voulez suivre toute l'actualité, n'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux du Podcast Football Club, à commenter, pareil sur tous les réseaux différents, vous abonner, n'hésitez pas, donner de la force et on se retrouve le plus rapidement possible pour continuer sur cette Coupe du Monde. Merci Coco, Merci à à toi. très vite et on croise Ciao, les doigts ciao. pour les pronos. Ciao. Ouais, super. Ciao.